Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va parler de Sarreguemines dans les années vintage. Deux passionnés sont là pour évoquer cette période, Daniel Collin et Jacques Fend. Bonjour. 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 On fera le point aussi sur l'info, mais avant de passer à l'actu du jour, on commence d'abord par ouvrir un nouveau cadeau, n'est-ce pas Sandrine? Coucou. Bonjour. Oui, tout à fait. Et jusqu'au 22 décembre, vous pouvez tenter de gagner des cadeaux surprises sur notre page Facebook en partageant une petite vidéo. Et voici celle qu'il fallait partager aujourd'hui. Coucou tout le monde, je suis partie aux Bahamas avec tous vos cadeaux. Bon, vous pouvez quand même tenter de les gagner sur notre page Facebook, mais c'est pas sûr que je rentre pour vous les ramener. Bon, vous le voyez, je suis rentrée et je vais pas le garder pour moi, je vais quand même vous l'offrir votre cadeau. Alors on le découvre tout de suite, c'est quoi? Oui, avec plaisir, il se cache derrière ce joli paquet. Et aujourd'hui, ce sont les cinémas Forum de Sarreguemines qui vous offrent 10 entrées au cinéma pour aller voir le ou les films de votre choix. Ça dépend si vous préférez aller en voir plusieurs tout seul ou un seul avec tous vos amis et toute votre famille. Mais il nous manque une info Sandrine parce que c'est top, mais ouais. Qui va pouvoir en profiter? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite. Le nom du gagnant va s'afficher en bas de votre écran. Félicitations et d'ailleurs encore un grand merci d'être toujours aussi nombreux à participer. Et puis si vous n'avez pas gagné aujourd'hui, pas d'inquiétude, il vous reste encore jusqu'au 22 décembre pour tenter votre chance sur la page Facebook de Mosaïque. Allez, en attendant, on fait le point sur l'actu du secteur en 60 secondes. Neige, il vaut mieux d'abord compter sur soi-même. Ce ne sont pas les 13 saleuses et les 39 salariés du département qui viendront à bout de chaque épisode neigeux. La preuve hier, 1 heure de neige a paralysé certains secteurs. Il vaut donc mieux avoir de bons pneus hiver et connaître quelques astuces de conduite pour des déplacements plus sereins. Attention, un arrêté préfectoral régule l'utilisation des feux d'artifice. Seules les catégories C1 à C2 restent autorisées. Il s'agit de pétards légers comme les célèbres claque-doigts ou encore des grandes fusées et chandelles. Et si vous voulez innover, des batteries compactes composées de plusieurs feux d'artifice assureront un effet visuel certain. Michel Rode dédicace son livre intitulé Président Wilson. Notre célèbre cuisinier, originaire de Hambar, est venu faire la promo d'un livre qui s'appuie sur ses expériences. Un livre pour donner des idées de cuisine, de mélange de saveurs et de dressage. Un livre qui défend la cuisine épurée, authentique et très personnelle du grand chef. La ruée vers le repas de Noël de joie en 5 heures. Tout était vendu. Chaque année, cette soirée dédiée à la solidarité et à la gourmandise rencontre un succès fulgurant. Organisée par le Lions Club de Sarreguemines, les 200 places proposées par lot de 2, 4, 6, 8 ou 10 ont été vendues à l'antenne du Républicain Lorrain de Sarreguemines entre 4h10 et 9h du matin. Une zone grillagée en forêt de Großbliederstrafe pour protéger la flore et notamment les jeunes chênes de la gourmandise de la faune. Le massif du Brandenbusch a été encerclé par un grillage. Les 4 hectares fermés ne gênent en rien les nombreux habitués de la promenade. Les jouets du partage vont faire des heureux. Après Forbach, c'est à Sarreguemines que le CIDEM et les compagnons d'Emmaüs ont mené la collecte de milliers de jouets. Une partie de ces jouets est envoyée à la maison d'accueil d'Emmaüs en Roumanie. Le reste est mis en vente à petit prix. Cette action est organisée tous les ans depuis 2010. Et côté météo, Sandrine, est-ce qu'on peut espérer une embellie pour demain? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'embellie. Je sais qu'il y a un petit peu moins de pluie normalement, mais bon, c'est quand même toujours pas terrible. Bon, allez, on regarde les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on retrouve un temps plus sec, mais toujours aussi couvert, même si quelques gouttes de pluie tomberont en matinée et en soirée. Côté température, les minimales tourneront autour des 3 degrés, les maximales remonteront jusqu'à 7 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 14 décembre et nous fêtons les Odile. Le soleil nous accompagnera de 8h19 à 16h34. A tout de suite pour la suite de l'émission.
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Nouvel an sans gros pétard. À l'approche des fêtes de fin d'année, la régulation des feux d'artifice est mise en œuvre. Depuis la mi-novembre, un arrêté préfectoral a été publié pour la mise en vente et l'utilisation des feux d'artifice dits de divertissement et des articles pyrotechniques. Alors, quelles catégories sont encore autorisées? Pourquoi les autres sont interdites? Uranie Tozic a fait le point avec un commerçant. En matière de feux d'artifice, ce n'est pas la taille qui compte. Les packagings peuvent être impressionnants, certains artifices peuvent aller jusqu'à 45 mètres de haut, mais ce sont parfois les plus petits pétards qui sont les plus dangereux. Comme l'année dernière, un arrêté préfectoral a été publié concernant les conditions de vente et d'utilisation de ces artifices. Les catégories C3, F3 et plus sont interdites par le texte, c'est-à-dire des produits dont la matière active est élevée et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre et dans des espaces ouverts. Des feux d'artifice avec un gros volume, beaucoup de matière active à l'intérieur, mais ça peut aussi être des petits pétards, hein, les fameux bisons. Hein. À partir du bison 2, c'est déjà classé en catégorie 3. C'est soit souvent des feux qu'on peut lancer, des petits feux qu'on peut lancer qui sont puissants, ou bien des très gros feux qui peuvent être dangereux si on les modifie ou des choses comme ça. Des mesures d'autant plus importantes au vu des risques ou accidents potentiels lors de grands rassemblements et de la menace terroriste. Pour les particuliers, pas de grands changements, mais cet arrêté complique un peu le travail des commerçants, car même si les ventes ne s'essoufflent pas, une baisse du chiffre d'affaires global se fait sentir. Auparavant, il y a encore 7 ans ou même il y a 5 ans, quand tout était autorisé à la vente, malgré tout, la plus grosse partie des ventes, c'était du C1 et du C2. On va dire 60% des ventes, 60-70%, ça dépend les magasins, c'était du C1 et du C2 qui généraient le plus de ventes en quantité. Par contre, le C3, c'était les 40%, mais c'était le plus gros chiffre parce que c'était des produits qui coûtent plus cher et plus élaborés, plus intéressants pour le particulier, quoi. Par ailleurs, chaque produit doit être étiqueté avec soin car de nombreux contrôles peuvent avoir lieu. Malgré tout, les catégories C1 à C2 sont autorisées. Il s'agit de pétards légers comme les célèbres claque-doigts ou encore des grandes fusées et chandelles. Un autre produit plaît de plus en plus, ce sont ces batteries compactes composées de plusieurs feux d'artifice assez visuels, parce qu'avant le bruit, c'est la lumière qui attire le plus. La législation n'est pas la même en Allemagne, mais il est évidemment interdit de faire franchir la frontière aux catégories de pétards et feux d'artifice qui sont interdits en France. Cela n'empêche pas les Français d'acheter beaucoup d'autres choses en Allemagne. Ils font des courses dans les supermarchés, mais aussi des achats au centre-ville de Saarbrück. C'est là que Mosaïque est allé à leur rencontre pour savoir ce qui les pousse à venir en Sarre pour faire du shopping. Produits inédits, parfois exotiques, prix défiant toute concurrence, voici leur réponse. Pourquoi est-ce que vous venez à Saarbrück faire du shopping? Alors ça nous fait une belle balade parce que nous on est de Nancy et puis donc il y a plein de boutiques, l'animation, toute la décoration de Noël, ça nous plaît bien. Je trouve qu'il y a pas mal de choix justement en termes de magasins, puis là il y a l'ambiance de Noël en plus, le marché de Noël c'est quand même sympathique. C'est l'ambiance de Noël, des boutiques partout, des stands partout, on peut acheter même pour pendre aux portes, tout ça, c'est super. Déjà il y a beaucoup de commerces ouverts. Et les prix sont moins chers aussi, il fallait le dire, les prix. Et aussi, en fait, les gens en Allemagne, la mentalité, c'est pas pareil qu'en France. Ils sont plus conviviaux, accueillants. Qu'est-ce que vous avez trouvé en Allemagne que vous ne trouveriez pas en France? Pour l'instant, on n'a fait que deux, trois petits magasins comme ça. Donc là, on fait beaucoup les magasins de vêtements. Alors moi, j'ai énormément de mal à trouver des pantalons ou des jeans à ma taille. Et c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont les tailles américaines beaucoup plus accessibles qu'en France. Donc c'est là où je trouve mon bonheur. Les produits de beauté, les trucs comme ça, le maquillage, il y a des marques qu'on n'a pas en France. Les parfums aussi sont pas chers. Est-ce que vous notez une différence de prix? Ah oui, clairement oui. C'est pas du tout les mêmes tarifs que chez nous, hein. C'est beaucoup moins cher ici. Il y a un magasin qui s'est installé à Nancy de chaussures et nous on allait toujours à la galerie là-haut dans ce magasin et les prix sont un petit peu plus chers à Nancy. On a vu sur tout ce qui est hygiène corporelle, toutes les choses comme ça, lessive, toutes les choses comme ça, il y a une très grosse différence quand même. On verra ce que ça donnera pour le fameux magasin qui va s'installer dans le centre commercial Muse. Hein, je dis pas la marque. Enfin justement, c'est Primark justement. On verra si c'est différent. On verra. Mais bon, on reviendra quand même ici quand même. Nancy, oui, Metz. On aime bien venir ici de toute manière. On aime bien.
Sarrebruck, c'est sympathique. Et on change d'univers pour se plonger dans le monde du jeu. Qui n'a jamais rêvé de se glisser dans la peau d'un détective? C'est ce que permettent les escape games, les jeux d'évasion grandeur nature. Dans les grandes villes, ils rencontrent un large succès, mais Nicolas Bosselet a fait le pari d'en créer un à Grosse-Biederstroff. Les travaux ont débuté il y a quelques jours. Reportage de Marie-Laurence. Après sa journée de travail, Nicolas Bosselet se rend quotidiennement dans un local encore vide à Grosse-Biederstroff. D'ici quelques mois, ouvrira dans l'avenue Marchande un escape game, un jeu d'évasion grandeur nature. Avec Christelle, sa femme, il travaille depuis près d'1 an sur ce grand projet. Mais au fait, un escape game, qu'est-ce que c'est? Par équipe de 2 à 5 joueurs, vous avez pour objectif de vous échapper d'une pièce, fermée à double tour en moins de 60 minutes. Donc pour ce faire, il va y avoir différents objets à trouver, il va y avoir des indices à trouver et puis à les mettre bout à bout pour essayer de résoudre des énigmes. Et puis au fur et à mesure, vous allez avancer dans le jeu et découvrir la clé qui vous permettra de sortir. Alors pour le moment, bien sûr, on sort de la pièce sans trop de difficultés. Les travaux ont démarré il y a quelques jours, les cloisons sont en train d'être montées, le sol sera ensuite refait à neuf, un bel espace d'accueil sera créé. Puis ce sera l'étape de la peinture et de la décoration. Ce que j'attends peut-être le plus, c'est l'aménagement des pièces, quoi. Et là, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir. Un escape game dans le secteur, c'est un pari osé. Et c'est aussi un investissement important qui s'élève autour de 100 000 €. Mais Nicolas et Christelle, qui s'occupent de la communication, y croient, il y a de la demande. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je suis moi-même concerné par ce concept. Je fais moi-même 70-80 km pour aller jouer. Je me suis dit pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas le faire dans l'autre sens. Et puis, nous, on n'a pas de grosses villes autour de nous, mais on a quand même beaucoup de petites villes qui, au final, peuvent, on va dire, avec la surface, amener autant de population qu'une grande ville. Nicolas est en partenariat avec Brain, l'escape game de Rennes. Il lui fournit la marque et les scénarios des différentes pièces qui seront adaptées par le futur gérant dans ce local de 600 mètres carrés. Il y a 4 salles de prévues, peut-être dès l'ouverture si c'est possible, pour doubler déjà les épisodes. L'épisode 1 et l'épisode 2, si mon souhait ce serait de les doubler pour pouvoir accueillir beaucoup de monde et des gros groupes. Pour, on va dire, d'ici 6 mois après l'ouverture, pouvoir ouvrir le 3e épisode. Si tout se passe bien, l'ouverture devrait se faire avant le printemps 2018. Pour vous glisser dans la peau d'un détective, le rendez-vous sera donné à Grosse-Biederstroff. Et vous pouvez suivre l'avancée des travaux sur la page Facebook Brain, l'escape game Grosse-Bli. Et puis à propos de Facebook, cette ouverture prochaine d'un escape game a déjà beaucoup fait réagir nos internautes. Que le gérant se rassure, la clientèle est déjà avertie et elle attend l'ouverture avec impatience. Sandrine, c'est ce que tu as pu constater sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Même avant d'aller même tourner le sujet, on avait partagé l'info en fin de semaine dernière dans un 60 secondes. Donc c'est vraiment très très bref. Mais ça a quand même suffi pour interpeller nos internautes. La vidéo a été vue près de 6000 fois, partagée une vingtaine de fois et il y a eu une 50aine de commentaires. Et dans les commentaires, la plupart du temps, ce sont des groupes de personnes qui réagissent par rapport à cette ouverture prochaine d'Escape Game. Oui, c'est ça. Alors, la plupart connaissent déjà le concept de l'escape game et ont hâte de le découvrir. Et comme Lucie, par exemple, qui a invité plusieurs de ses amis en ajoutant « obligé, on ira ». Christo répond à un ami aussi en disant « bientôt, bientôt ». Et Bruno répond aussi à un ami qui l'a invité en regardant la vidéo en disant « oui, j'ai vu ça, ça a l'air génial ». Et Pauline écrit « on est chaud patate ». Et puis pour certains d'entre eux, ils soulignent la proximité. Pour eux, c'est vraiment un atout. Complètement. Alors Marie-Jeanne nous écrit « enfin une idée novatrice pour cette zone marchande où les locaux se vident, manque encore un laser game de qualité ». Muriel dit à ses amis « c'est pour nous ça » et en plus on connaît déjà l'adresse. Céline écrit « vous avez vu pour Grosse-Biederstroff, c'est cool ». Et Christopher et Julie ont eu la même réflexion, ils écrivent « trop cool, plus besoin d'aller à Metz ». Et d'autres vont en profiter en allant chez leurs grands-parents comme Anne. Fiona lui a même répondu « on ira avec Pépé et Mémé, on sait quoi leur offrir maintenant ». C'est génial, mais c'est vrai, c'est chouette comme idée et puis c'est vraiment une sortie qu'on peut faire en famille. C'est ça, tout à fait. Alors en général, les escape games sont accessibles à partir de 11 ans et jusqu'à 77 ans ou plus. Mais c'est vrai que c'est une sortie vraiment sympa à faire en famille ou entre amis. Et en général, on peut être 3 à 6 personnes dans une même salle. Ok, et donc bien évidemment, on va suivre l'évolution des travaux et puis on vous dira tout sur ce futur escape game. Et puis en particulier, évidemment, sa date d'ouverture. Vous vous doutez bien qu'à Mosaïque aussi, on est nombreux à être pressés de le tester. En attendant, plongeons dans le passé avec Daniel Colin et Jacques Fend. Dans un instant, on vous fait revivre Sarreguemines à l'époque vintage. A tout de suite.
Chez Cuisine Schmitt à Sarreguemines, la liquidation, c'est maintenant. À partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir, car tout doit disparaître. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrin, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Joyeux Noël! Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. À Noël, il faut parfois un coup de pouce pour faire le bon choix. Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Le choix est vaste, informatique, audio, vidéo, TV, petits ou gros électroménagers. Et la nouveauté, le magasin propose un espace literie pour le plus grand confort de vos nuits. L'équipe Pro et compagnie de Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je sers à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. La première partie du championnat de National 3 se termine. Le SFC a rendez-vous dimanche à Pagny-sur-Moselle. Dernière occasion pour les Bleus de Sébastien Meyer de marquer des points avant la trêve hivernale.
Votre rendez-vous sportif, c'est dimanche à 14h30 en direct sur Mosaïque. L'idée de ce dossier, c'est vous deux qui me l'avez donné parce que Sarreguemines, les années vintage, c'est le titre de votre dernier film. Et je dis votre parce que c'est un sacré travail d'équipe. Daniel Collin, vous en êtes le co-réalisateur avec Jean Birkel et Valentin Alt. Jacques Fend, vous y avez contribué aussi. Et puis on va profiter de cette émission du coup pour en montrer un petit peu des images d'époque qui ont été filmées par Émile Schrott. Alors ça commence en 1950. La ville n'est pas belle. Sarreguemines a été détruite à plus de 60% pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a par exemple des images dans ce film du Lotsbau. C'est en plein centre-ville, c'est à proximité de la rue du Moulin. Et en fait, c'est un peu une zone de non-droit aux allures de cour des miracles, c'est ça? C'était l'horreur de la ville. L'horreur et la terreur de la ville. Parce qu'en plein centre-ville, vous aviez quelque chose qui était en état de décrépitude absolue. Et le film montre très bien l'état de ce bâtiment qui appartenait à une famille de Sarralbe, qui était adossé à une autre partie qui était le moulin, le moulin de Sarreguemines, en bord de Sarre. Et bien entendu, on était en plein milieu de la ville et on ne pouvait pas ne pas le voir. Oui, parce qu'on est dans la vieille ville, mais c'est en fait l'hypercentre, quoi. C'est l'hypercentre. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'imaginer que cet endroit était mal famé, à tous les points de vue, hein, parce que les rats circulaient en toute liberté, les bâtiments suintaient l'humidité, c'était vraiment presque une cour des miracles. Jacques Fend, c'était la verrue de la ville, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, mais à cette époque, c'est vrai, mais à cette époque, la ville dans son ensemble avait un aspect un peu, encore d'avant-guerre, et puis ça s'est aggravé avec les bombardements, avec les dégâts, avec tous ces drames. Oui, alors c'était pas le seul endroit. Ça commence à bouger tout de suite dans les années qui suivent. Il y a notamment à partir de 1953 une nouvelle équipe municipale qui entre en scène avec l'élection du maire Joseph Massin. Et cette équipe, elle va commencer à repenser la ville. Alors elle veut enlever ce type de point noir, mais elle veut aussi surtout sortir la partie industrielle, en dehors des faïenceries, sortir tout ça du centre-ville et en fermant par exemple la fonderie. Oui, la fonderie était un élément, un parmi d'autres, qui était rue Geiger, qui est nauséabond, un bâtiment qui était en décrépitude totale et qui a cessé son activité au milieu des années 60. Mais la ville, comme le disait Jacques tout à l'heure, la ville sortait quand même d'un état totalement délabré, au point où même aux instances nationales, on a pensé à donner un nouveau souffle à cette ville, et c'est donc l'équipe Massin, où Robert Pax siégeait également. C'est à cette époque qu'on a pris conscience qu'il fallait refaire quelque chose. On ne pouvait plus rester dans cet état de fait. Alors, il n'y a pas eu que des destructions, il y a eu aussi des chouettes choses. Il y a eu, parce qu'on le voit dans le film, il y a la réalisation de grands projets et notamment la construction de la piscine découverte. Alors ça, côté loisirs, c'était quelque chose de génial. Et puis côté commerce, il y a eu la construction des nouvelles galeries. Oui, oui. Mais moi, en tant que natif de Sarreguemines, j'aurais quand même un peu de nostalgie pour l'ancien bain de Steinbach, qui était très populaire. Où nous avons appris à nager. On se baignait dans la Sarre. Voilà, dans la Sarre. Et puis, il n'y avait pas de plongeoir, donc on plongeait les arbres qu'il y avait autour. Et c'était sympathique, les vieux Sarregueminois s'en souviennent. Et bien sûr, la nouvelle piscine. Voilà. Et puis, elle a fait son temps, elle aussi. Et tout évolue dans une ville. On voit quand même... le film part de 1950. On l'a fait partir de là, puisque le premier film, Sarreguemines dans la tourmente, s'arrêtait en 1950. Donc on le reprend là et on le termine dans les années 90. On a souvent tendance à dire qu'à Sarreguemines, rien ne bouge. Or, ce n'est pas vrai. La ville a constamment évolué. Quand on voit aujourd'hui ce qu'elle est devenue, c'est une très belle ville, il faut le dire,
elle est partie de très loin. Et le film, on a essayé avec ce film de montrer l'évolution de la ville, quartier par quartier, avec ses démolitions, ses constructions bien évidemment, mais aussi avec une autre philosophie. On sort tout l'aspect industriel qui va se retrouver au terrain industriel du même nom, hein. On sort tout ça de la ville et on en fait quelque chose de totalement vivable. Alors pour que ça soit vivable, il y a aussi eu la réalisation de grands projets d'infrastructures routières. Alors il y a eu par exemple la création de la voie sur berge, il y a eu la construction du pont de l'Europe, puisqu'avant ça il y avait un seul pont pour les automobilistes et qui était du coup à double sens. Il y a eu aussi la transformation de la rue Sainte-Croix en zone piétonne. Ça a été des révolutions tout ça, cette réorganisation? C'était une révolution, mais Jacques peut en parler peut-être mieux que moi. La zone piétonne correspondait à une idée générale qui circulait dans toutes les villes moyennes et grandes. Il fallait rendre la ville aux piétons. Parce que, avant ça, il n'y avait aucun espace piéton. Non. Il fallait rendre la ville aux piétons parce que la circulation automobile devenait de plus en plus prégnante. Et on craignait, et d'ailleurs ça se vérifie dans pas mal de villes qui n'ont pas pris ce pli, on craignait que la ville soit vraiment engorgée, ce qu'elle est quand même aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits. La construction du pont de l'Europe, pour vous, c'est quelque chose de particulier, Jacques Pfend? Oui, ce sont des souvenirs, hein, mais pour une raison qui m'est personnelle, puisque à l'époque de la construction de l'Europe, je travaillais à l'entreprise Ditch, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, et c'est cette entreprise qui faisait tous les grands travaux de Sarreguemines, sa région. Donc ils avaient reconstruit le pont des Alliés, et ensuite le pont de l'Europe tel que nous le connaissons. Ce pont il a joué un rôle très important, puisqu'en fait, ce n'est pas juste un lien entre deux rives, il se termine quand même par 3 rues qui partent dans 3 directions. Et ce quartier est devenu le point nodal, je dirais, pour le trafic routier dans Sarreguemines. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme disait Daniel. Ça a commencé avec la rue piétonne, mais à cette époque, on a dû faire le point sur la circulation. On ne peut pas prendre des voitures dans un quartier puis se dire elles iront je ne sais pas où. Il faut savoir ce qu'on fait. Donc il y a eu un plan de circulation, un plan de stationnement au niveau de l'hôtel de ville. Donc, avec des comptages dans toutes les rues, dans tous les sens, tous les jours de la semaine, etc. Puis, au début, à cette époque-là, ça devait être très difficile d'imaginer à quel point la voiture allait se démocratiser, à quel point tout le monde allait tout d'un coup avoir une voiture. Oui. On le sentait déjà? On le pressentait. Il y avait quand même déjà des problèmes de circulation. Oui, mais on le pressentait. Mais toutes les villes d'Europe connaissaient le même problème, et surtout les villes de moyenne importance comme Sarreguemines, parce qu'elles n'étaient pas faites pour une grosse circulation. Dans une grande ville, vous avez toujours des échappatoires, ce que vous n'avez pas dans une ville moyenne. Sarreguemines avait une chance, c'est qu'elle est traversée par la Sarre en son milieu. Et donc, qui dit rivière, dit possibilité de faire passer des véhicules d'un côté ou d'un autre, ou des deux côtés, comme à Paris. Donc, il y avait cette possibilité. Et les municipalités ont eu la bonne idée d'utiliser cet espace, comme disait Jacques, de réaffecter cet espace pour en faire un point de circulation, de traverser la ville sans problème. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce film qu'on peut voir, que vous avez vu vous-même, ne serait-ce qu'étant enfant, que vous avez vécu. Vous avez aussi beaucoup travaillé pour réaliser ce film. Du coup, le regard d'aujourd'hui que vous portez sur tout ça, parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu la même chose. On a toujours les mêmes problèmes. Là, on en est dans à vouloir absolument renforcer l'attractivité du centre-ville. Problème de ce côté-là. On a le même réflexe de se dire on va faire de la piétonisation ou de la semi-piétonisation du centre-ville. C'est ce qu'il y a eu depuis ces dernières années. Du coup, quand vous voyez ça aujourd'hui, vous en dites quoi? Moi, je trouve ça totalement naturel. Je n'ai pas à en dire quelque chose de
particulier parce que je suis natif de Sarreguemines et je vois changer ma ville chaque jour. Donc pour moi, c'est un progrès normal, constant, naturel. Et il y a eu une logique dans les décisions prises au niveau de la ville pour régler les problèmes. Et en tant qu'habitant, dans mon vécu de tous les jours. C'est normal. Je n'ai pas les yeux de quelqu'un qui arrive à Sarreguemines ou qui s'est absenté pendant 30 ans et qui se dit c'est bien, c'est pas bien, parce que c'est plus un choc. Il va analyser ça d'une manière un peu plus abrupte que moi. Moi, je l'ai vécu dans mon quotidien. Une ville doit se réinventer. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce que la ville, avec un V majuscule, doit faire ça pendant toute son existence. Et Sarreguemines l'a fait et le fera encore. C'est un peu la conclusion de notre film aussi, parce que on ne peut pas rester sur une note pessimiste. On dit ah oui, le centre-ville se vide, etc. Mais une ville doit se réinventer, et c'est un peu cette promenade dans le passé avec ce film qu'on a essayé de démontrer, ou de montrer plutôt que à chaque époque correspond quelque chose de bien précis. Et ça sera du coup aussi la conclusion de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. On ne peut malheureusement pas tout détailler. Donc voilà, si vous voulez tout voir, tout savoir, il vous suffit d'acheter le DVD Sarreguemines, les années vintage. Vous pouvez vous le procurer à la librairie Confluence et à Cora Sarreguemines. Très bonne journée à tous, à bientôt.